l'AES certain dynamisme et on voit que les actes qui sont posés sont concrets parce qu'ils sont en train de mettre des choses en place qui aujourd'hui, pour le bonheur de leur population, est une effectivité. Donc, la première année donne déjà de ses fruits. Écoutons-le. Et tous étaient témoins de tous les défis qui ont été donc posés à nos États respectivement et à la Confédération tout entière. Donc, je tenais à le dire encore, merci pour tout le travail abattu. Merci pour le sens de l'écoute. Merci pour tous les sacrifices consentis. Et merci surtout à tous nos collaborateurs, les membres du gouvernement, tous les services techniques qui ont vraiment œuvré pour que cette journée soit, qui ont tout fait pour que tous les acquis qui ont été donc à l'ordre du jour aujourd'hui puissent voir le jour. Soyez remerciés une fois de plus et je souhaite que cet esprit de sacrifice, de don de soi puisse continuer parce que le seul objectif que nous avons, c'est le bonheur de nos populations. J'ai accepté avec beaucoup d'humilité et beaucoup d'interpellation donc cette lourde mission qui m'a été confiée. Beaucoup d'interpellations en ce sens que lorsqu'on regarde l'enthousiasme des peuples, nous devons de comprendre le message qui nous est passé, nos chefs d'État. Nous ne devons plus dormir, nous devons continuer le combat, continuer à avancer parce que les peuples aspirent à la paix, les peuples aspirent au développement, les peuples aspirent à vivre heureux chez eux. Pour ce, je tenais à féliciter chaque acteur des trois grands domaines donc, de notre confédération, les acteurs de la défense et de la sécurité, qui ont vraiment fait assez d'efforts pour contenir la menace qui a grandi, certes, mais la menace a été contenue. Et vous dire encore d'attacher les ceintures, parce que le lancement de la force doit être suivi d'opérations de grande envergure. Et donc, dans les jours à venir, vous serez encore sollicités pour pouvoir intensifier la lutte. Vous voyez, ce qui est intéressant en fait, Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, Abdourahmane Tiani, la force unie de l'AES a vu le jour il y a de cela quelques jours, à peu près 5 jours par là. Il prend le leadership aujourd'hui. Il annonce des actions de grandes envergures. C'est une sorte de force spéciale de l'AES qui a été mise en place. Ces pays-là sont confrontés à ce qu'on appelle des actes terreau-terreau. Et à sa prise d'accord de la présidence, il agit automatiquement sur la défense et la sécurité. Et les couleurs sont annoncées. C'est une présidence qui sera marquée véritablement en fait sur le besoin premier qui est la défense et la sécurité de l'AES. Dire que les Africains ne savent pas en fait combattre contre le terreau-terreau, ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. C'est une question de volonté et de moyens. Aujourd'hui, les moyens sont mis à disposition. Donc, on constate qu'il y a quelque chose qui va se faire. Il y a quelque chose qui va se faire et des choses vont se faire. Et c'est ce qui est intéressant. Donc, prêtons bien l'oreille, écoutons ce qu'il en est. Et puis, je reviendrai. Intensifier la lutte. Aux acteurs donc de la diplomatie, je vous félicite. Je l'ai déjà fait à Ouagadougou. Je vous félicite encore. Parce que vous n'avez pas fait que de la diplomatie, vous avez fait de la diplomatie et de la communication. La communication qui est aujourd'hui un maillon stratégique essentiel dans tout le combat que nous menons. Deuxième volet, diplomatique. Le deuxième volet, l'aspect diplomatique. Sans diplomatie, aujourd'hui, je pourrais vous dire que ces gens-là allaient être isolés. On a des ministres comme le ministre Abdoulaye Diop, il y a ses homologues du Niger et également en fait du Burkina Faso. De toute façon, qui avaient déjà, ce sont ceux-là même qui ont envoyé la dynamique de l'AES. Mais ils ne sont pas restés en marge. C'est-à-dire que quand l'AES a vu le jour, ils ont toujours œuvré dans ce dynamisme. Je vous donne un exemple clair qui est très rare qu'on fait en Afrique, le principe des réciprocités en ce qui concerne l'accord des actes diplomatiques de pays européens vis-à-vis en fait de ces diplomaties-là. Restriction de visa, augmentation de billets et plein d'autres choses. D'accord? Ces pays-là ont répondu du tac au tac.
on peut dire aujourd'hui même que des pays tels que les États-Unis et autres n'ont pas banni complètement ces pays-là, en fait, d'accord, ces pays de l'AES-là, du concert des nations. Et puis, ils ont fait des choix qui sont assez déterminants dans cet écosystème géopolitique où aujourd'hui, il faut véritablement prendre à bras le corps le choix de son partenaire. Ils ont tranché, ils sont amis de tout le monde, mais ils ont des préférences, en fait, aujourd'hui pour certains partenaires qui ne font pas forcément l'affaire du bloc occidental. Et ça, c'est le travail, d'accord, de tous ceux qui sont au four et au moulin au niveau du ministère des Affaires étrangères de cette confédération-là. Merci pour ce combat, merci pour ce sacrifice, merci pour toute la lutte pour faire reconnaître notre confédération à tous les sceptiques qui n'ont pas voulu l'accepter au début. Et continuer ainsi parce que de grands défis nous attendent. Nous avons été intégrés certainement dans certaines organisations, comme le général Tchani l'a dit, inutiles. Nous allons voir comment nous retirer de ces organisations inutiles et nous concentrer sur l'essentiel. Voilà. Donc, en fait, aujourd'hui, ils ne cherchent pas forcément, l'AES ne cherche pas forcément à rentrer dans le concert des nations, c'est-à-dire dans des grandes organisations telles que l'OCDE et autres. C'est-à-dire que eux aujourd'hui, ils veulent avoir l'utile. D'où en fait leur intérêt de se retirer par pays respectifs au sein de la CEDEAO. Parce qu'ils pouvaient aussi, d'accord, être en même temps dans l'AES et être dans la CEDEAO. La CEDEAO ne serait pas contre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ils ont jugé que la CEDEAO n'est pas utile pour eux. Ils ont demandé tout simplement à sortir de cette organisation. Moi, je peux vous dire, je pronostique, je n'ai pas la date, mais ils sortiront également de l'UEMOA. Ils se préparent. Ils vont sortir de l'UEMOA. Ça, faut s'y attendre. Ils vont sortir de l'UEMOA parce que pour eux, à partir du moment où ils auront la capacité véritablement de mettre en place tout ce qui concerne leur monnaie, ils ne jugeront pas utile d'y rester, quoi. Et donc, ça, il faut être en être sûr. Ils ont un chronogramme, ils ont un objectif. Et là, quand ils parlent en fait d'organisation inutile, il faut s'y attendre. L'AES ne voudra pas forcément rentrer au sein de l'OUA, de l'Union africaine. Qu'est-ce que l'Union africaine leur apportera véritablement? Je ne pense pas. Voilà, même si l'Union africaine voit que l'AES aujourd'hui prend du poids et va prendre du poids, l'Union africaine sera contente de les recevoir les bras ouverts en tant que confédération, mais ils ne vont pas courir pour qu'ils aient une reconnaissance. Non, absolument pas. Et j'y pense. Et ça, c'est un questionnement que je me suis toujours posé. Est-ce qu'il était nécessaire pour certains pays de pouvoir entrer dans des organisations qui ne leur sied pas? Ça, c'est une question à titre personnel. Et quand j'entends ce genre de choses, je me dis que certaines choses sont possibles. On continue. Aux acteurs du développement qui est une mission transversale après la sécurité et donc la diplomatie pour maintenir et la communication pour maintenir en veille donc l'esprit de nos populations, on pense au développement et le développement concerne plusieurs secteurs. Alors j'invite tout un chacun dès à présent à redoubler d'ardeur parce que nous nous sommes donné des objectifs et nous avons compris la géopolitique, nous avons compris le monde. Nous ne compterons plus sur nous-mêmes a priori. Et ça, il faut que tout le monde l'intègre. Ok, c'est intéressant. Il dit quelque chose de très important. Sécurité, défense, sécurité, diplomatie, communication, développement. Développement à toute échelle. Mais ce développement ne reposera sur aucune puissance. Ce développement ne reposera sur personne si ce n'est que le peuple, d'accord, de l'AES. Si ce n'est que les peuples de l'AES. Et il parle d'une conscience géopolitique. C'est-à-dire que nous irons avec ceux avec lesquels on souhaite compétir, avec les gens avec lesquels on souhaite travailler. Mais on ne travaille pas à perte. On travaille parce que derrière, si on veut avoir quelqu'un, nous, on travaille pour notre avantage, on travaille pour notre gain. Parce que nos pays, malheureusement, souvent sont dans des coopérations dont on ne voit véritablement pas les fruits en termes de développement. C'est-à-dire que eux, avant toute chose, c'est pas des gens qui vont aller quémander. C'est pas des gens qui vont aller mendier. C'est-à-dire, ce qu'ils produiront, ils se permettront d'acheter ce qu'il faut. Et ça, c'est très important à percevoir et comprendre. L'autosuffisance alimentaire doit être une réalité dans notre confédération et nous devons nous fixer des objectifs pour cela. Nous avons de grands projets de développement, que ce soit en termes d'industrie, d'infrastructure. Nous allons batailler pour que ces projets voient le jour. Et bien sûr, d'autres grands projets plus stratégiques et urgents nous attendent et qui va demander plus de célérité dans tout ce que nous faisons. Et c'est ce qui est attendu par tout un chacun ici et tous les peuples de la Confédération. Donc, le rythme sera certes soutenu,
Mais d'ores et déjà, je vous invite à vous mettre au travail pour que nous puissions relever les défis, parce que ce que nous faisons actuellement est un défi. Enfin, je continuerai donc à solliciter le soutien et l'appui de mes frères ici présents, qui, en tout cas, n'ont ménagé aucun effort à n'importe quel moment, quand j'ai eu besoin d'eux, ils étaient disponibles. Nous avons toujours ménagé le programme pour pouvoir nous retrouver et discuter des questions essentielles. Les défis furent nombreux, il y a eu des hauts, des bas, mais l'esprit de solidarité, l'esprit de fraternité, l'esprit de tolérance a permis à ce que nous soyons là aujourd'hui. Et je puis vous assurer que nous continuons les échanges dans ce sens et nous promettons de ne pas vous décevoir, de ne pas décevoir le peuple de l'AES et de continuer la lutte. Merci à tout un chacun. Je ne serai pas plus long que ça. Je souhaite que Dieu vous accompagne tous dans vos missions respectives, que Dieu vous ramène tout un chacun sain et sauf chez lui et que la lutte puisse continuer et ardemment contre l'impérialisme, ses valets locaux et toutes ces manifestations ici dans l'espace confédéral. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci. Excellence, merci. Merci, s'il vous plaît. Merci. Excellence, merci beaucoup. Messieurs les chefs d'État, mesdames et messieurs, distingués peuple de la Confédération AES, le moment de se dire au revoir approche. Avant de nous souhaiter bonne route ou bon vol, ou même de nous présenter mutuellement des excuses, je vous prie d'écouter attentivement les discours de clôture du président du pays hôte de cette deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta. Merci. Président du FASO, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Conseil national de transition, Monsieur le Président des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, et distingués invités, Mesdames et Messieurs. Et je voudrais exprimer ma profonde gratitude à mes frères, leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du FASO, chef de l'État, président de la Confédération AES. Et le général d'armée Abdraman Chani, président de la République du Niger, chef de l'État, pour la qualité de leurs apports à nos travaux, leur engagement constant, leur analyse pertinente et leurs contributions éclairées ont été déterminants pour le succès de cette session. La richesse de nos échanges nous a permis de revisiter l'ensemble des actions réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la feuille de route de l'A1 de la Confédération que nous avons définie de manière collégiale et d'esquisser avec clarté la responsabilité et les perspectives à venir dans le domaine de la défense et de la sécurité, du développement et de la diplomatie, tant au niveau régional qu'international. Je me réjouis de la volonté de son Excellence, le capitaine. Ok, bon, alors, j'avais un autre point. Donc, interrompre. Ni ala sonoma mi mogo wele kanan ko hakilina di akabi mogo wele ntuni anga jëm ka folo ko fe flana Si merveilleux qu'on se retrouve ici à Bamako pour la deuxième session du Collège des chefs d'État de la Confédération AES. Ce phénomène qui a... L'hiver noir arrive. Il serait la prière. Nous allons nous attaquer encore au mot qui mine l'Afrique. Vous avez certainement tous déjà entendu parler du printemps arabe. Ce phénomène qui a bouleversé la géopolitique du monde arabe, en commençant par le Maghreb en Afrique jusqu'en Asie, qui s'est manifesté avec des conséquences souvent désastreuses, des morts et des divisions par endroits, et des bouleversements politiques sans précédent dans d'autres endroits. Et je pense que tous les Africains devraient comprendre qu'est-ce que c'est que ce phénomène, d'où il vient et qu'est-ce qu'il faut faire pour se prémunir d'un tel phénomène. Malheureusement, nous sommes au regret de constater que certains Africains ne se réveillent pas. Et ce que je vais dire... Écoutez très bien, c'est un message
Parce que là, le message que je vous ai fait écouter, c'est le message, d'accord, où il a été désigné comme le président de l'AES sur la deuxième session. Ce message-là est en prélude. Le message que je vous fais écouter est un message qui est en prélude, d'accord, de sa désignation. Les gens sont partis rapidement parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'écouter. Là, il parle du printemps arabe. Chez certains démocrates, on vous parlera du printemps arabe comme la démocratie qui est venue, d'accord, enlever des dictateurs et autres. Il vous parle de la subtilité du printemps arabe. C'est-à-dire que, je vous dis clairement, moi je vous dis ce qu'il dit. Il y aura, écoutez bien, il y aura un moment où il y aura une vague, un vent qui va souffler sur certains régimes. Mais ce vent qui va souffler sur certains régimes, il faudra faire attention. Dans certains pays, ça ne sera pas forcément un vent de liberté, mais ça sera un vent de repositionnement. Je répète, dans certains pays, bientôt, il y aura un vent ou des vents. Mais ces vents ne seront pas forcément des vents de liberté. Ce seront des vents de repositionnement. Et c'est pour cela qu'il fait allusion au printemps arabe. Des régimes comme le régime de Ben Ali, qui n'est pas un super régime, est-ce que vous comprenez, a été balayé dans un contexte. Hosni Moubarak, en ce qui concerne l'Égypte, a été balayé. Les frères musulmans, par le biais de Mohamed Morsi, ont remporté des élections, on les a balayés et Al-Sisi est revenu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on a balayé des semblants de régimes démocratiques qui ne sont pas dans le fond. Et qui les envoie? C'est pour cela qu'il évoque la subtilité du printemps arabe. Ça, c'est beaucoup d'analyses. Vous allez voir des analyses, beaucoup savent ce qu'il en est. Écoutez bien. Mais que ma pensée à moi, mon analyse, c'est qu'il y a quelque chose qui vient sur l'Afrique de l'Ouest que j'ai appelé l'hiver noir. Vous avez entendu, il fait allusion, il anticipe dans son analyse. Pourquoi? Nous sommes en géopolitique. Il faut savoir que nous sommes en géopolitique. Si aujourd'hui l'AES réussit, c'est la mort de la CEDEAO. Et si c'est la mort de la CEDEAO, c'est la mort, bien évidemment, de certains types de dirigeants. Parce que les gens vont dire, mais comment ces pays qui ont été toujours des pays du tiers-monde, comment les qualifier, qui n'ont pas d'accès à la mer, ont pu faire ce que vous n'avez pas pu faire, d'accord, institutionnellement, et en termes d'autonomie et de souveraineté en un laps de temps. Les populations vont poser ces questions. Ils vont se poser des questions. Ça va susciter une interrogation. Et ceux qui parrainent ces organisations-là, ceux qui sont derrière, qui parrainent ces organisations, vont vouloir lutter pour que cela prospère. Est-ce que vous comprenez? Ils vont lutter pour que cela prospère. Donc, qu'est-ce qu'ils feront? Naturellement, les anciens que eux-mêmes ils ont soutenus, ils vont vouloir mettre un vent, un balayage en quelque sorte, pour essayer de donner un jumeau, un clone de ce que l'on voit dans l'AES, sans forcément, d'accord, un clone, d'accord, comme ce qu'on voit dans l'AES, sans forcément dans le fond être de l'AES. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Révolution dans révolution. L'hiver, c'est une période. L'hiver, c'est une période très froide. Quand il vous parle de l'hiver, il fait référence à la guerre froide de façon africaine, de façon noire. Je répète, quand il parle de l'hiver noir, l'hiver n'existe pas en Afrique. Mais l'hiver, l'élément qui détermine l'hiver, c'est le froid. Donc, cette guerre, elle risque de ne pas être explosive, mais elle sera très stratégique. Parce que la guerre froide, il n'y a pas forcément eu de combat violent comme la guerre mondiale. Mais il y a eu beaucoup de stratégies, beaucoup de renseignements, beaucoup d'espionnage, beaucoup. Donc quand il parle de l'hiver, il fait référence, d'accord, à la guerre froide. À la guerre froide, l'hiver. La guerre froide, noire, ça va se passer. Ça va pas se passer loin, hein. Ça va se passer dans notre zone, là, dans notre zone. Ça va se passer sous nos yeux. On a déjà eu en prélude un élément qui s'est passé. On a eu un élément, l'hiver noir qui vous dit là, on a eu un élément qui s'est passé il y a quelques semaines. Et ce n'est pas le dernier élément. Donc il vous annonce et écoutez la suite de ce qu'il dit. L'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Un hiver très froid, sanglant et meurtrier. Sanglant. Il faut avoir du cran pour le dire. Il parle de quoi? Il veut faire peur aux gens. Il parle de quoi? Hiver très froid, sanglant et meurtrier. Très froid, sanglant et meurtrier. Parce que le Sahel, cet espace-là, sera un endroit où les gens vont lutter jusqu'avec leur dernière énergie pour pouvoir garder ce qui les appartient. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand il parle de cela, c'est pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. C'est pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. Quand on dit quelque chose, c'est pour préparer, pour ne pas qu'il y ait de remplaçants. Mais c'est aussi informer et dire ce que l'on pense.
à son niveau. Quand vous n'avez rien sous la dent, vous n'avez qu'une dernière proie, vous battez à mort pour pouvoir, d'accord, garder cette proie. Est-ce que vous comprenez? Vous battez à mort pour pouvoir garder cette proie. Est-ce que vous comprenez? Donc, de la guerre froide, il y en aura, de l'espionnage, du renseignement, mais il y aura des combats. Ça va durer combien de temps? Je ne saurais vous le dire. C'est lui qui le dit et moi j'analyse ses dires, d'accord? Je ne suis pas un diseur de bonne aventure, ni un voyant. Moi, j'interprète tout simplement. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Ça, c'est intéressant. L'origine de cet hiver noir-là, c'est l'AES. Pour lui, l'origine de cet hiver-là, c'est l'AES. S'il n'y avait pas d'AES, il n'y aurait pas d'hiver noir. Écoutez, c'est très important. En fondant la confédération de l'AES, sanglant, l'hiver noir arrive. Il sera un hiver très froid, un hiver sanglant, un hiver meurtrier. Vous allez me poser des questions, pourquoi? Eh bien, en fondant la confédération de l'AES, nous avons senti ce froid venir. En fondant la confédération, d'accord, des États de l'AES, nous avons senti ce froid venir. C'est-à-dire que avant même l'AES, avant même de créer l'AES, ils étaient dans quoi? Dans l'alliance du Liptako-Gourma, vous vous en souvenez? Et le symbole fort a été fait à partir du Niger. Rappelez-vous que quand la CEDEAO voulait déployer une force, c'est à partir de ce moment que le Mali, le Burkina Faso, j'ai dit même la Guinée, ont pris des déclarations pour dire que si la CEDEAO s'amuse à faire une descente au Niger, ces pays-là vont intervenir. Chose que l'on n'a jamais vue dans l'histoire des pays noirs. C'est très rare que des pays noirs viennent en soutien comme ça entre eux. Est-ce que vous comprenez? Entre eux. Mais ils ont créé l'alliance du Liptako-Gourma. Par la suite, ils ont créé maintenant, d'accord, cette confédération de l'AES parce que ils étaient déjà en bisbille avec la CEDEAO. Je me rappelle d'une visite de la CEDEAO, où des fonctionnaires de la CEDEAO, ils ont dit comme ça, ils ont tapé du poing sur la table pour dire c'est impossible. Le Burkina, le Mali ne peuvent pas sortir. D'accord? Mais c'est le cas aujourd'hui, c'est une effectivité. Qu'est-ce qu'il répond? Quand il parle de l'hiver noir, il parle de cette guerre froide-là. Cette guerre froide n'est pas animée même véritablement par des États même noirs. Cette guerre froide est animée, bien évidemment, par des communautés étrangères qui utilisent d'abord des pays noirs pour les mettre au devant. Ce qui crée véritablement le report de cette guerre-là, d'accord, de cette guerre froide-là ici, c'est-à-dire sur le continent noir. Mais il dit quelque chose, il utilise une figure de style. Quand il y a le vent froid, qu'est-ce qu'on fait? On prend des troncs d'arbres. Les troncs d'arbres là pour allumer le feu, pour réchauffer le cœur des peuples. C'est pour dire quoi? Actuellement, la situation, elle est froide. Elle est semblable à la guerre froide. Ces troncs d'arbres là, ce sont par exemple les initiatives que l'AES fait. La Force Unie de l'AES, la Banque Centrale d'Investissement de l'AES, les médias par rapport à l'AES, un instant, c'est fermé la porte, excusez-moi. La Force Unie de l'AES, d'accord, les médias de l'AES, c'est-à-dire tout ce qui est en train d'être mis en place, chaque élément est un tronc d'arbre qui réchauffe le cœur des populations et qui permet aux populations de pouvoir croire en cette effectivité de l'AES. Est-ce que vous comprenez? Écoutons la suite. Et tous les jours que Dieu fait, nous nous évertuons à trouver des troncs d'arbres pour allumer un feu qui va réchauffer le cœur des Africains, un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous sommes préparés, protégés, d'accord, par rapport à la chasse au loup. Qui est le loup? Le loup est un chien sauvage qui évolue et grandit dans les endroits tempérés. Il n'y a pas de loup en Afrique. Les loups là, ils existent, d'accord, dans les endroits froids, européens et autres. Mais quand il parle du loup, il dit, nous avons acheté, d'accord, aussi des déguisements de loup. Le loup, il est violent. Je vois un commentaire de quelqu'un qui dit, l'AES t'a acheté, pauvre type. Bah, si tu le dis, j'attends d'avoir mon salaire, en tout cas de l'AES, parce qu'ils m'ont pas encore payé. Donc, si tu peux leur passer le message, j'ai un retard, en tout cas mensuel, sur mon salaire. Donc, s'ils me regardent, coucou, je ne suis pas, venez, on va négocier mon contrat. Alors, pour revenir, j'étais en train de dire, le loup, quand il dit nous avons acheté, c'est-à-dire les manteaux de loup pour se travestir, le loup, il est violent, d'accord?
Le loup, il est violent. Le loup se déplace en meute. Le loup, il est violent. Le loup se déplace en meute. Donc, qu'est-ce que le loup a comme élément de défense? C'est sa violence et c'est la meute. On a décidé de se déguiser comme le loup. On a décidé de s'équiper comme les pays là, ces pays que nous voyons aussi en Europe là, qui ont eu leur assise économique si ce n'est que par la force. Personne ne peut me dire historiquement ici que aucun pays européen, d'accord, a fait asseoir son hégémonie dans le monde s'il n'y avait pas de force. Le commerce mondial, les échanges mondiaux, tout ce qu'on peut avoir, les investigations, c'est-à-dire les explorateurs et autres, c'est la violence. Ils sont pas venus avec des fleurs. Ils ont toujours eu une industrie militaire, une économie militaire qui précède l'économie. Donc, aujourd'hui, contrairement à ce que nous, pays africains, on pense que c'est avec le cacao, c'est avec le bois, c'est avec les VA qu'on n'arrive pas à transformer, qu'on va arriver. Eux, ils mettent ça de côté. Ils se disent d'abord qu'on ne peut pas avoir de développement, on ne peut pas protéger notre or, on ne peut pas protéger le lithium, on ne peut pas protéger nos ressources si nous n'avons pas les mêmes capacités de défense. C'est pour cela qu'ils parlent du déguisement du loup. Et le loup, il est froid. Le loup n'est pas un animal chaud. Il est froid. Donc, ils n'ont pas de complexe à parler d'avions de guerre, à parler de tanks. Chez nous, en Afrique, on dit on négocie avec les terroristes. Eux, dans leur langage, l'AES, ils ne négocient pas. Même s'il y a des morts, ils vont continuer. Est-ce que vous comprenez? Donc, je remets pour vous. Un feu qui va réchauffer les mentalités et le sang des Africains pour nous unir autour. Nous nous sommes évertués également à faire la chasse aux loups pour essayer d'utiliser leur peau pour faire des manteaux pour nous protéger du froid de l'hiver. Nous nous sommes évertués à construire des montagnes, des grandes montagnes pour briser le vent de l'hiver qui devrait s'abattre sur nos communautés. Malheureusement, force est de constater que certains Noirs sont là tous les jours à arroser nos troncs d'arbres d'eau fraîche pour qu'ils ne puissent pas brûler. Qui sont les Noirs qui arrosent les troncs d'arbres d'eau fraîche pour ne pas qu'on puisse brûler, pour chauffer le cœur des populations et le sang des populations? D'accord? Qui sont ces Noirs? Mais j'ai déjà donné mon explication, monsieur Étienne Conan-Faveur. Les loups, qui sont-ils les loups? J'ai dit les loups sont d'accord des canidés qui sont dans les zones froides européennes. Ils sont en meute. Et les loups se défendent pas avec des bisous. Les loups sont violents. Ils font partie de la catégorie des félins. Et ces loups-là, qui se déplacent en meute là, d'accord? Écoutez, quand ils sont violents, si vous les matérialisez, ce sont les puissances européennes. Est-ce que vous comprenez? Mais les puissances européennes ont quelque chose qu'on n'a pas. Ils ont l'industrie militaire. Mon frère, tu peux lancer un missile? Tu connais le prix d'un missile? Toi, frère, tu connais le prix d'un missile? Tu ne connais pas. Tu sais comment on fabrique un missile? Mais qu'est-ce que toi, tu dois faire si tu n'as pas le secret de l'industrie? C'est de trouver d'abord des partenaires pour avoir déjà une défense. Mais tu ne peux pas te défendre seul. Parce que si tu te défends seul, ceux qui sont autour de toi, là, s'ils ne sont pas dans ta vision, ils vont venir prendre de l'eau pour éteindre le tronc d'arbre que tu prends pour chauffer le cœur de tes populations. Donc, tu es obligé d'être aussi en meute. C'est pour ça que l'AES n'est pas seul. C'est 3 pays. Est-ce que vous comprenez? C'est 3 pays. Maintenant, malgré le fait qu'il y ait 3 pays, ils ont des troncs d'arbres. Mais il y a certains qui versent de l'eau sur le tronc d'arbre là pour ne pas qu'il chauffe le cœur des populations. Vous le savez très bien. Il y a certains pays qui, entre guillemets, ont soutenu les terreaux. Je ne cite pas le nom des pays. Chacun fait son analyse. On en a vu même par rapport à la Mauritanie, qui n'ont pas joué franc jeu à partir d'un moment. On a vu des terreaux qui vont dans certains États où les États les pourchassent mais ne peuvent pas continuer à les pourchasser. Est-ce que c'est un mensonge? C'est un fait. Ce sont ceux-là qui versent l'eau sur le tronc d'arbre. Sinon, on aurait lutté efficacement, de façon collégiale, comme des loups. Parce que les loups sont en meute. L'Union européenne peut être comparée à une meute. Parce que l'Union européenne, c'est plusieurs pays. Quand ils décident de prendre une décision ensemble, ils prennent une décision ensemble. L'OTAN, ce sont des loups. Est-ce que la CEDEAO, là, on est véritablement des loups? On n'est pas des loups. On est loin d'être des loups. Parce que même, on a quelle capacité d'être violent? Si c'est pas seulement dans nos petits pays pauvres, on agit. Nous, on a quoi? On a quelle capacité de dissuasion? Il faut qu'on se dise la vérité. On a quoi? On a vu l'ambassadeur de l'Ukraine au Sénégal. C'est de ça qu'on parle. Il faut pas. Moi, je ne suis pas, passe pas par 4 chemins. C'est des réalités. Venez me dire que je mens. Qu'est-ce qu'on a? Ok, on y va. On continue. En loup, ou font en sorte que nous, chercheurs de loup, nous ne puissions pas surprendre le loup. Ceux qui mettent l'eau dans le bois là, eux aussi se transforment en loup, de telle sorte que nous, qui chassons les loups, on ne puisse pas prendre les vrais loups. Et je vous ai dit, les vrais loups, qui sont-ils? Qui détient la violence dans le monde là? On dit que nous, les Noirs là, on fait des guerres partout. Mais qui sont les plus violents dans ce monde?
Qu'est-ce qui ont des civilisations de violence? Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Nicolas Sarkozy qui dit de sa bouche. Nicolas Sarkozy dit l'Europe a une civilisation violente et barbare. J'ai dit bien, c'est Nicolas Sarkozy. C'est pas moi qui l'ai dit. Nicolas, il a dit lui de sa bouche. Donc ceux qui sont en train de dire ici que j'ai dit tout n'importe, allez taper sur internet et venez me dire que je suis un menteur. Je vais venir m'excuser devant vous tous. Regardez l'histoire de ce monde. Vous qui pensez que nous sommes les plus violents là, que l'Afrique est la plus violente. L'Afrique a quelle industrie militaire? Mais on nous arrose avec des armes. Donc voilà. Nous voulons construire nos montagnes, ils brisent les cailloux pour que nous ne puissions pas arriver. Pourtant, l'hiver arrive. Et quand l'hiver viendra, devrions-nous permettre à ceux-là qui combattent de venir se protéger avec nos manteaux qu'on a confectionnés, avec les montagnes qu'on a construites pour nous protéger des vents. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit l'hiver arrive. Quand l'hiver arrive, d'accord, quand ils auront froid, ils viendront où? C'est encore chez nous, ils viendront chercher encore des manteaux pour se protéger. D'accord? Les manteaux, c'est quoi? C'est nos richesses. Quand ils font la guerre là-bas, quand c'est chaud là, c'est où ils viennent encore se réapproprier. C'est encore chez nous. C'est encore chez nous. Ça, c'est pas, il n'y a pas un débat. Il n'y a pas un débat. C'est encore chez nous. C'est encore chez nous. On y va. Ou encore se réchauffer avec nous autour du feu. Telle est la quête. On se réchauffe avec quoi? L'uranium en passant. D'autres ressources en passant. On se réchauffe avec quoi? L'uranium, le pétrole, d'autres ressources. La question qu'il faut qu'on se pose, qu'adviendra-t-il donc du panafricanisme quand l'hiver viendra? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte en Afrique de l'Ouest. Vous avez compris? Les impérialistes. Vous avez compris? L'hiver viendra parce que la guerre se transporte. D'accord? D'accord? Où il a précisé le lieu précis en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. Écoutez. Ils font tout pour mettre l'Afrique de l'Ouest à feu et à sang. Mais du sommet de l'État jusqu'à certaines populations, soit nous faisons semblant de ne pas voir venir le danger, ou bien nous sommes nous-mêmes complices de ce qui va arriver. Le chaos pourrait s'installer. Je dis bien pourrait s'installer. Je crois que dans un de mes lives, j'ai dit ça, non? Pour ceux qui me suivent. Je crois sur un live, on m'a invité, un truc comme ça, je crois. J'ai eu à le dire. Mais, et puis il y a quelqu'un qui m'a posé la question, qui m'a dit, Vincent, tu penses que véritablement il y aura une guerre en Afrique de l'Ouest et tout? Et j'ai dit, moi je ne crois pas. Il m'a dit pourquoi? Je dis, je ne pense pas. Et là, c'est intéressant. Quand vous écoutez les propos d'un individu, quand il dit le chaos pourrait s'installer, d'accord? Le chaos pourrait s'installer. Il n'est pas en train de dire que le chaos va s'installer. Quand on dit pourrait, c'est au conditionnel. Ça peut arriver comme ne pas arriver. Ah, il y a un kamikaze, ça fait 4 jours. Bon, heureusement, il y a des gens qui s'en souviennent. Le chaos pourrait s'installer. Et il précise, il dit pourrait. Écoutez ce qu'il dit ensuite. Beaucoup de gens pourraient mourir. Nous allons nous entretuer de manière tellement atroce. Et pendant ce temps, ils seraient là à piller nos richesses, à imposer leur volonté. C'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai dit. C'est-à-dire que s'il y a un conflit frontal, il y a un conflit frontal entre nous Africains là, hein, il y a des gens qui seront contents. Et puis ils vont faire aussi la révolution là du printemps arabe là, ce qui parle de l'hiver noir là, du printemps arabe là. Ils vont installer des gars fantoches, mais ils vont pouvoir continuer de bouffer. Ils vont continuer de bouffer. Mais c'est nous, on va se manger la gueule. Et en plus, il y a des choses que même au niveau de la démographie, le vrai défi de l'Afrique, des pays africains, la plupart des pays africains aujourd'hui que vous voyez, les populations les plus nombreuses sont lesquelles? Les populations les plus nombreuses sont jeunes. Donc imaginez dans un conflit, le nombre de jeunes qui vont truc. Mais ça va jouer encore, d'accord, même sur les bras valides ou même plus le développement qu'on doit avoir. Parce qu'on a des continents qui sont vieillissants. Donc si des jeunes encore sont rasés, bien évidemment, ça sera un continent encore que, voilà, on pourra bien encore en profiter. D'accord? Donc, il faut comprendre la pertinence et la profondeur de ce qui est dit. Et ceux qui vont survivre de cette tragédie n'auront que 2 choix. Soit s'unir pour toujours contre l'impérialisme ou se résumer à être des esclaves jusqu'à disparaître. Donc, ça veut dire que s'il y a combat, les pays de l'AES là, d'accord, ils vont aller jusqu'au bout. C'est soit ils gagnent ou soit ils perdent et on est dans une continuité. Mais s'ils gagnent, c'est un changement complètement radical. C'est ce qui est en train d'être dit ici. Il faut donc se prémunir de l'hiver noir qui vient. Nous ne pouvons pas comprendre que les Noirs en Afrique de l'Ouest ici prient Dieu que les terroristes tuent des populations noires. Ça existait ou pas? Est-ce que vous avez vu des Africains qui étaient heureux que des terreaux attaquent d'autres gens? Moi, je veux comprendre. Ça existait ou pas? Oui ou non? Ok, donc on continue, ça existait. Voilà. Nous ne pouvons pas comprendre que des chefs d'État lâches se cachent derrière des médias, soi-disant médias, pour décourager, insulter,
activer la haine entre les populations. Ça existait, selon vous, que les hommes politiques se cachent derrière les médias et tout pour utiliser les médias pour... Ça existait oui ou non? Ok, je continue. Les individus qui sont sur leur plateau, qui tous les jours du matin au soir crachent leur venin toxique pour attiser la haine entre les communautés. Ça existe ça? Ça existait, ce qu'il dit? Non, moi je ne cite pas un pays, hein. Je vous demande à vous, est-ce que ça existait? Ça existe ou ça existait? Ok, on continue. Ils sont généralement très vilains. Avec leur gueule de misérable, ils ne savent que faire cela. Regardez-les bien. Alors, moi je ne sais pas, j'ai pas vu la beauté des gens. Mais bon, cette partie-là, je laisse, c'est à vous de voir. Ah ouais, c'est à vous de voir ce qu'il en est, mais bon. Ils sont là avec des yeux de drosophiles sauvages. Tous les jours, c'est cracher du venin. Ils cherchent à diviser les communautés. Sur les réseaux sociaux, ils sont là et ils sont nombreux. Pourquoi est-ce que nous, Noirs, cherchons à cultiver la haine entre nous? Et par hypocrisie, on se dit frère. Il faut que nous puissions nous dire la vérité de manière très crue, quitte à ce que ça vexe. On va s'excuser. Mais il faut que nous nous réveillons. Pourquoi est-ce que le noir est comme ça? Pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas voir le danger venir, nous unir et nous prémunir? Pourquoi est-ce qu'il faut que par nos comportements, nous allions affronter ces dangers qui risquent de nous décimer? Mais d'autres ont fermé les oreilles, ils font semblant de ne pas entendre la politique de l'Autriche. Des peuples se complaisent dans la colonisation. Ils aiment cette domination. À peine s'ils... C'est vrai ce qu'il dit. Est-ce qu'il y a des peuples qui se complaisent dans la colonisation? Il y a des peuples qui aiment la domination. Moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est le cas? Je ne vais pas faire de jugement des gens. Ah bon, je vois bien sûr. Ok, oui, je continue. N'appelle pas les impérialistes, venez nous coloniser. Nous aimons être vos esclaves. Nous nous posons souvent des questions lorsqu'on voit les réactions. Ces pseudo-intellectuels décérébrés, ils sont là à longueur de journée à entamer des débats en toute indignité, en toute malhonnêteté, comme s'ils ne voient pas la réalité des exemples. Là, je suis à 100% d'accord avec lui. J'ai toujours dit que les intellectuels africains, moi, j'en ne suis pas un. Mais quand j'écoute les intellectuels africains, je pense que ce sont une grande partie les responsables de notre malheur. Ça, oui, les réseaux sociaux sont surveillés, d'accord, mais moi, je n'ai rien dit de grave. Je ne fais qu'analyser ce qui est dit. Même si les réseaux, ce que je suis en train de dire, moi je parle de ce, c'est mon point de vue personnel. Les réseaux sociaux sont surveillés, oui, mais qu'est-ce que j'ai dit de grave? C'est un discours que j'analyse tout simplement. Maintenant, je pose la question aux uns ou aux autres, qu'est-ce que vous en pensez? Parce que je n'ai pas le point de vue de tout le monde, d'accord? Je vois pas ce qu'il y a. Non, alors, faut pas paniquer. Je dis rien de grave. Présente à nous. Il y a plein d'exemples. Lorsque la démocratie fait certaines choses contraires aux règles même qu'elle s'est fixées, ils ferment les yeux là-dessus. Mais ils sont prompts à nous appeler. Lorsque la démocratie, certaines règles sont enfreintes, un instant. Alors, excusez-moi. Donc, il y a quelqu'un qui me demande, je suis où actuellement? Je suis chez moi à la maison. D'accord? Voilà, on a vu la Guinée-Bissau. La Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il en est? La Guinée-Bissau, qu'est-ce qu'il en est? Il devait avoir, d'accord, les résultats. Pourquoi tous nos intellectuels ne crient pas au secours? Ils ont crié pour le cas du Bénin, d'accord. Mais pourquoi pour la Guinée-Bissau? La Guinée-Bissau, c'est pas un pays. Les Bissau-Guinéens qui votent là, c'est pas des hommes. En Côte d'Ivoire, par exemple, je donne un exemple, en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui sont pour un quatrième mandat, il y a des gens qui sont contre un quatrième mandat. Est-ce que le débat était ouvert? Vous avez déjà vu la CEDEAO, d'accord, ouvrir le débat là-dessus pour voir qu'est-ce qu'il en est? Vous avez vu la CEDEAO? Montrez-moi un débat de la CEDEAO où la CEDEAO dit, oui, bon, voilà, les populations, c'est la communauté économique des États, hein, c'est pour les peuples. C'est pour les peuples. Quand la CEDEAO parle, là, ils vont rencontrer, saluer les politiciens là, un à un. On nous dit rien de bon, on fait des communiqués qu'on ne comprend rien. Mais pourquoi nos intellectuels là, qui aiment tant la liberté et la démocratie, là, ne s'expriment pas, ne parlent pas? On a vu pour le Bénin, moi-même je suis d'accord, vous avez crié partout. Mais la Guinée-Bissau là, c'est un pays qui est membre de la CEDEAO. Hein? Voilà. Où sont nos intellectuels? 2 poids, 2 mesures. Élection Côte d'Ivoire, tout le monde ferme les yeux. Tout le monde ferme les yeux. Non, il n'y a rien à voir à circuler. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Je préfère quelqu'un qui dit qu'il n'est pas dans le prisme de la démocratie. Il fait ce qu'il a à faire, que quelqu'un qui dit qu'elle est dans la démocratie, mais qui se tait où il faut parler. Je n'ai pas de point de vue à donner sur les analyses. Vous m'avez déjà vu à donner mon point de vue sur les analyses de quelqu'un qui fait ses vidéos. Pardon. Vous ne faites pas que je tende le bâton pour qu'on me tape. Je pense absolument rien. Mais ils sont prompts à nous appeler juntes ou putschistes. Mais soyez sûrs d'une chose, nous sommes unis et nous resterons unis. Et nous devons ouvrir les yeux. L'AES va évoluer. Tout n'est pas forcément rose. Tout ne peut pas aller au rythme que nous souhaitons. Mais nous avançons sereinement et nous allons arriver à notre objectif.
Et quand viendra l'hiver, si il faille que nous passions par l'hiver pour être libres, pour être unis, nous prions Dieu qu'il en soit ainsi et qu'il protège nos populations. Là, c'est clair, c'est une déclaration pour dire que les gars sont sur les pieds de guerre. Alors, ça, c'est clair. Il répond en même temps au détracteur de l'AES et il dit clairement, si l'hiver arrive et on doit passer par l'hiver, on est prêt. Sinon, une chose est sûre, l'AES vaincra, l'AES grandira. Restez sereins parce que nous avons confiance en nous. Attention. Attention, il y a un message codé qui est passé là. Ce qui est sûr, l'AES vaincra, l'AES grandira. Attention, ça veut dire clairement que les ambitions de l'AES là, ce n'est pas les 3 pays là seulement. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais c'est logique, hein. Moi, je vous dis quelque chose, c'est logique. C'est vrai que beaucoup... En fait, le vrai problème, en fait, en Afrique, et je pense dans les pays noirs, où les pays même ont la couleur de peau noire, si vous êtes un pays noir, dans une zone bien donnée, vous signez des accords avec les puissants, ils peuvent vous laisser prospérer. Ce qu'on n'aime pas et ce qu'on craint dans ce monde, c'est les unions vraies. Je parle pas des unions de CEDEAO, de l'Union africaine, là, ça c'est des trucs des pacotilles, ça, d'accord? Mais les unions vraies, c'est un danger pour les grands ensembles. Parce que, en fait, le monde, c'est des grands ensembles. Le monde, là, c'est des grands ensembles. Et les gens n'aiment pas les grands ensembles. Et surtout avec les pays noirs. Vous savez, à partir du moment où l'argent, on voit que vous avez une capacité financière qui risque de vous rendre autonome, il y a de fortes chances que vous soyez traqué. On vous rappelez de Muammar Kadhafi, hein? Vous vous rappelez de Kadhafi? Vous vous rappelez de Kadhafi pour la Libye seule. Une ambition pour le continent sur un aspect monétaire. Vous en souvenez? Vous vous en souvenez? Vous avez vu ce que ça donnait? Vous croyez que si on était unis, les gens pouvaient battre Kadhafi? Si les pays africains étaient unis là, on pouvait battre Kadhafi. Ce sont les pays africains même qui ont lâché Kadhafi en premier. Ah bah voilà. Donc l'AES là, ce n'est pas bon, ça dérange. Confiance à nos populations. Nous avons confiance en vous, que vous comprenez qu'aucune manipulation ne peut aujourd'hui nous diviser entre nous. Aucune manipulation ne peut nous amener à haïr d'autres personnes. Et ça, il rassure les populations. Et c'est ce que je vous disais. Ce qu'ils ont réussi à faire, c'est très difficile de trouver cela dans nos pays noirs. C'est-à-dire avoir 3 leaders, 3 styles qui sont complémentaires et qui sont appréciés par ceux qui les soutiennent, en tout cas à la même échelle. Vous n'allez jamais voir des gens venir ici s'exposer, dire qu'ils n'aiment pas Tiani au détriment d'Ibé par rapport à Assimi Goïta. Jamais. C'est-à-dire, il y a une complémentarité, je ne sais pas comment ils ont fait, mais pour une première fois chez les Noirs, on accepte un leader, quel que soit son pays, au même titre que son leader. Parce qu'ils ont une vision. Pour ceux qui soutiennent l'AES. Parce que logiquement, il y a des gens qui n'aiment pas l'AES. C'est leur droit, d'accord? Donc, il est très difficile de pouvoir, en fait, vous introduire, d'accord, au fin fond pour essayer de lézarder le... Aucune manipulation ne doit nous amener à riposter d'une manière violente physique face à ces individus qui n'ont absolument rien compris. Restez sereins, ne ripostez pas physiquement, nous riposterons par la communication jusqu'à ce qu'ils changent eux-mêmes de mode d'action et nous allons aussi riposter en fonction du mode d'action. Ah, donc là, pour l'instant, la guerre, elle est communicationnelle. Et je comprends pourquoi elle a parlé de certaines personnes dans les médias. La guerre, là, elle est communicationnelle. D'où la réponse par rapport à l'AES, le média de l'AES qu'ils ont mis en place. Parce qu'ils vont attaquer, ils vont riposter aussi sur le plan communicationnel. On attend de voir ce que ça va donner. C'est intéressant. Et il dit, ménagez vos forces. Pour l'instant, soyez outillés sur l'aspect communicationnel. Un moment viendra où peut-être ça montera en grade ou je ne sais quoi. Mais c'est des gens... Je pense que dans son discours, il anticipe, il prépare. Et aujourd'hui, ils sont venus inaugurer le média de l'AES. C'est la première. Restez sereins, Dieu protégera l'AES. Dieu vous protège tous, toutes les populations de l'AES. Dieu vous accompagne tous dans vos objectifs. Et Dieu, qui est si juste, se bat pour ceux qui se battent. Nous nous battons. Nous sommes une population résiliente, la plus résiliente de la sous-région. Personne n'aurait cru que vous pouvez supporter ce que vous êtes en train de vivre. Nous allons vaincre le terrorisme. Nous allons nous développer et nous allons nous affirmer. Nous allons avoir notre place dans le concert du monde. Que Dieu bénisse l'AES, que Dieu bénisse notre population résiliente et résistante. Que Dieu nous unisse davantage, la patrie ou la mort. Merci. Merci, Excellence, merci pour cette... Bon, qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Si ce n'est que assister à un grand moment, un tournant de l'histoire. J'aurais pas pensé,
tout cas à cette époque-là de ma modeste vie, assister à ce genre de choses. Et j'aimerais juste répondre, en tout cas, à ces personnes qui parlent de populisme. Le populisme, vous savez, vous utilisez souvent des expressions, des formes d'expression dont vous ne maîtrisez pas. D'accord? Le populisme n'est pas un mot qui cloue au pilori un individu. D'accord? Même quand on parle de la propagande, il faut savoir que même dans les organisations que vous admirez, même aux États-Unis, au sein de la Maison Blanche, il y a des gens qui font de la propagande pro-Trump. Donc il faut faire attention à ce que vous dites. Je peux vous croire quand vous parlez de populisme, d'accord? Et s'il n'y a que des mots où il n'y a pas d'acte qui est posé. Il y a de cela 1 an, vous étiez en train de dire que le Burkina Faso allait être effacé. Jusqu'aujourd'hui, le Burkina est là. Il y a 2 mois, Bamako serait pris. Jusqu'à présent, Bamako est là. Alors, qui dois-je croire? Vous ou ceux qui sont sur le terrain? C'est la question que je me pose. Mais à ma grande surprise, la banque d'investissement, d'accord, de l'AES a fait ce qu'il fallait faire. Vous avez des banques qui vivent depuis les années 70. En tant que capital initial, on ne sait pas combien vous avez mis. En un an, des gens font, d'accord, des choses qui changent. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi en fait? Quoi? À eux, c'est 10 milliards. Ben voilà, je vous ai dit, il est impossible pour un pays qui ne maîtrise pas sa sécurité d'être développé. Ça, on n'a pas besoin d'être, je sais pas, on n'a pas besoin de faire BAC+5 pour comprendre cela. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Votre question est intéressante, monsieur. Pourquoi sont-ils dans le CFA? Parce que dans le CFA, pour le moment, ils sont en train de se préparer à sortir. Le CFA, c'est pas vous qui avez décidé de les intégrer. C'est eux qui ont intégré le CFA. Donc, ils sortent s'ils veulent. Maintenant, si vous ne voulez pas qu'ils soient d'accord dans le CFA, chassez-les. De la même manière, vous posez la question. Pourquoi sont-ils dans le CFA? Posez-vous la question aussi à l'UEMOA. Pourquoi l'UEMOA ne se débarrasserait pas d'eux? Parce qu'apparemment, il y a un pays qui est très puissant qui s'appelle la Côte d'Ivoire qui peut payer en fait tous les pays d'Afrique de l'Ouest, non? Donc chassez-les pour voir comment ils sont pauvres, puisqu'ils ne représentent rien. Pourquoi vous ne les faites pas? De la même manière, vous dites pourquoi ils sont dans le CFA. Demandez-leur vous-même en fait qu'ils sortent du CFA. Pourquoi vous ne les faites pas? Non, monsieur Soro. Vous dites tout ce que je soutiens s'écroule. Absolument pas. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Je vais vous dire quelque chose. Je suis contre le 4e mandat. Moi, je ne cache pas mon visage. Mais je vais vous dire quelque chose. Il n'y a rien qui s'est écroulé pour moi. Vous savez pourquoi? Parce que je suis pour le peuple. Vous êtes d'accord pour des personnes qui ont peut-être, qui ont un système derrière eux. Ce système-là est avec nous depuis 1960. Cher ami Soro, je vais vous parler clairement. On vient de la Côte d'Ivoire. Il y a une seule puissance, depuis 1960 jusqu'à maintenant, qui est avec nous en Côte d'Ivoire. Dites-nous, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté? Attendez, il va répondre. Qu'est-ce que, véritablement, je ne suis pas contre la France. Je parle du peuple français. Mais le système politique, là, en termes de coopération, là, avec la Côte d'Ivoire, ils nous ont apporté quoi? Le système politique, là, qu'est-ce qu'ils nous ont apporté, nous, en Côte d'Ivoire? Vous me répondez, moi, je vais vous répondre, qu'est-ce qu'ils nous ont fait de mal? Et puis, vous allez voir. Répondez-moi. Non, on se parle en toute liberté. J'ai des amis français qui sont très haut placés, monsieur Soro. Ça, c'est TikTok. TikTok, là, c'est du virtuel. Mais quand je sors de chez moi, là, j'ai dit, j'ai des amis français qui sont très haut placés. Ils sont très haut placés. Mais je ne change pas d'identité ni de verbe quand je suis en face d'eux. Moi, je parle, j'ai le franc-parler. Répondez-moi. Sinon, moi, je suis contre le 4e mandat. Et le 4e mandat, c'est l'affaire du peuple. C'est pas l'affaire d'un homme politique. Si un homme politique en Côte d'Ivoire vous dit que le 4e mandat, là, c'est son affaire, c'est qu'on n'est plus en démocratie. Parce que ma constitution dit qu'il n'y a pas 4e mandat. Bon, vous dites quoi? Mais ça, le 4e mandat tient pourquoi? Répondez-moi. Pourquoi le 4e mandat tient? C'est là, on s'en va. Pourquoi le 4e mandat tient? Répondez-moi, monsieur Soro. Pourquoi et comment le 4e mandat tient? Pourquoi et comment le 4e mandat tient? Vous êtes sûr que s'il n'y avait pas 44 000 soldats, là, le 4e mandat allait tenir? S'il n'y avait pas 44 000 soldats autour de la Côte d'Ivoire, si on n'attrapait pas les gens là, parce que la population est d'accord, ok. C'est la population de Côte d'Ivoire qui a voté dans son ensemble, ou bien en grande partie ils ont voté? C'est une question que je vous pose. Donc dans ce cas-là, pourquoi il y a 1300, il y a près de plus de 1000 emprisonnés? Une élection, c'est un moment de joie où chacun va mettre son bulletin dans l'isoloir pour désigner celui qu'il veut, selon son programme. Pourquoi chez nous, il y a 1000 emprisonnés? Est-ce que chez nous, là, on est des putschistes? Chez les putschistes, même là-bas, ils ne mettent pas 1300 personnes. Des 44 000 représentent la République d'Afrique. Je suis d'accord. C'est nous qui les payons. Mais j'ai dit, 3000 prisonniers. J'ai dit, pourquoi il y a eu 3000 prisonniers? Vous dites que les Ivoiriens, c'est les Ivoiriens qui veulent le 4e mandat. Mais les Ivoiriens là, c'est 50%. C'est 50%. Vous êtes sûr que les Ivoiriens qui veulent que leur pays se développe, qu'il y ait du changement là, ils sont seulement 50%. Vous êtes sûr? Ceux qui veulent que la Côte d'Ivoire se développe, change là, ils sont que 50%. Donc il y a 50% qui ne veulent rien. Les autres là, ils sont là, ils mangent comme des oiseaux. Ils dorment comme des oiseaux. Ah non, comment on a augmenté? Cubière a augmenté juste par rapport à la jurisprudence de 2020. Non, on va aller dans le sens de Cubière. 50%. Les autres 50% là, ils ne veulent pas que les pays changent. Il a dit quoi? Dans ce cas, on serait dans une guerre civile. Et quand juste mis, ah d'accord, ok. Donc les Ivoiriens sont tellement immatures. Ils sont tellement immatures. Parce que les 44 000 soldats là, l'opération Épervier se termine, je crois, en fin d'année. Ils vont rentrer eux tous. Quand ils rentrent eux tous là,
On aura la guerre civile. Donc les Ivoiriens, ils sont immatures. Eux, les Ivoiriens, là, ils sont pas intelligents. Monsieur Soro, c'est quand il y a élection présidentielle, là. Un coup, beaucoup ils ont envie de se tuer. C'est-à-dire les autres périodes de l'année, là, ils veulent pas se tuer. Mais quand il y a élection présidentielle, là, c'est là ils veulent se tuer. Ah, vous respectez les Ivoiriens. Mais ça n'a pas dit le contraire. Le vote, qui a dit que le vote est une obligation? Ce n'est pas une obligation. Mais, du coup, vous voulez dire que 50% d'Ivoiriens ne sont pas intéressés par le vote. Un pays où 50% de citoyens, ne sont pas intéressés par le pays. Et vous, ça ne vous dit rien. 50%, ça ne vous dit rien pour vous. Ah, il y a problème. Donc, vous voyez que vous n'êtes pas mieux. Vous voyez, monsieur Soro, vous n'êtes pas mieux que ces pays que vous étiez en train de critiquer. Vous êtes très loin d'être mieux. Et le vrai défi de l'Afrique, c'est ça, monsieur. Est-ce que vous comprenez? Le vrai défi de l'Afrique, c'est ça. Que les populations s'intéressent à la chose, aux élections. Qu'ils aient confiance en leurs institutions. Et surtout qu'ils aient une maîtrise de ce qu'ils ont et ce qu'ils possèdent. Parce que nous parlons tous ici, hein, mais nous sommes tous des gens de pays pauvres. On est d'accord, monsieur Soro? Vous reconnaissez que votre pays, il est pauvre, tout autant que les pays de l'AES. Et notre réel défi, d'accord, c'est de pouvoir connaître un jour le développement. Si vous étiez, vous, monsieur Soro, d'accord, il y a qui dit, je suis très malhonnête. Si vous, monsieur Soro, vous étiez d'un pays riche, vous nous donnez des conseils, je peux prendre. Moi, on est des pays pauvres. Ah ça, je suis désolé de vous le dire. Nous sommes des pays pauvres. Sam dit, je suis malhonnête. Peut-être, mais au moins, tu reconnais que nous sommes pauvres. Oui ou non? Sam, tu reconnais qu'on est pauvre. On n'est pas pauvre, Sam? On est pauvre, oui ou non? Non, j'ai dit... Réponds-moi par oui ou par non. La Côte d'Ivoire est un pays pauvre, oui ou non? Sam, je n'ai pas dit que ça, moi, en fait, le classement des derniers ne m'intéresse pas. Sam, nous sommes pauvres ou pas? Bon, il ne veut pas me répondre. Avec ça, tu me dis, je suis plus malhonnête. Je sais qu'il était un avatar, mais ça ne me gêne pas. C'est un homme qui est derrière. Ça n'aime pas qu'on applique quelle méthode de l'AES? Mais méthode d'AES, vous avez appliqué sur 4e mandat là, et tu dis qu'il n'aime pas truc. Donc voilà, non, j'ai fini mon analyse. Alors, il y a qui souhaitait... Moi, j'ai terminé mon analyse. Ok. Monsieur Kwamela, bonjour, bonsoir. Oh, le jeu là? Non, c'est un peu jeté. Ok. Monsieur Kwamela, il est là? Alors, monsieur Braza. Oui, monsieur Braza? Oui, bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur Braza. Que puis-je faire pour vous? Oui, allô? Oui, bonjour, bonsoir, que puis-je faire pour vous? Non, il n'y a rien de grave, vous étiez en train de parler, donc j'ai décidé de monter pour enchérir un peu sur ce que vous êtes en train de dire. D'accord, je vous écoute. Au fait, moi, je veux faire comprendre aux gens que, bon, il y a d'autres personnes qui confondent la modernisation et le développement. Au fait, c'est des choses qui sont différentes. Le fait de construire des routes ne veut pas dire que, bon, qu'un pays est développé, non. Quand on dit qu'un pays est développé, bon, il y a le côté social, la santé, bon, il y a l'éducation, mais tout ça, là, ça manque en Côte d'Ivoire. Un Ivoirien même actuellement même souffre. Parce que à peine même on peut avoir au moins le minimum. Faudrait qu'on soit réaliste. Moi, il n'y a pas de parti pris en matière de, comment on appelle, dans la politique même, mais souvent quand il y a une réalité dans un pays, faudrait qu'on soit tout à fait véridique. Parce que vraiment, c'est compliqué. En Côte d'Ivoire, c'est très très difficile. Parce que il y a des choses simples même qu'on n'arrive pas à en avoir. Quand on parle des pays développés, bon, quand tu me parles, bon, peut-être, il n'y a pas des pays africains, mais bon, on tend vers le développement, mais nous ne sommes même pas encore arrivés. Par exemple, comme ça, bon, un pays comme, je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire. Bon, en Côte d'Ivoire ici, bon, pour avoir peut-être un simple wifi, c'est un luxe. Bon, peut-être comment on appelle, la connexion, comment on appelle, la climatisation, c'est un luxe. Pourtant, même la connexion Internet. Enfin, il y a des choses qui n'arrivent pas, quoi. Pourtant, en France, c'est des trucs, ce sont des centimes. Ce sont des centimes même. En mettant ça sur une facture, ça ne coûte même pas cher. Il pas comment on appelle, avoir un canal. Enfin, il y a trop de choses qui sont, mais, c'est comme chacun a son parti politique. Donc, il y a d'autres qui veulent pas, il y a certaines choses qu'il veut pas, enfin, il veut pas admettre. Sinon, la Côte d'Ivoire n'est pas un pays développé. La Côte d'Ivoire même est un pays pauvre. Parce que, quand on prend la majeure partie de la population est pauvre. La population est pauvre. À peine même des gens même arrivent à avoir 3 repas par jour. Donc, pour moi, on peut pas venir dire que nous sommes un pays développé. Donc, c'est sur ça que je voulais. Merci, monsieur Braza. Alors, pour renchérir sur ce que vous étiez en train de dire, j'ai vu sur la chaîne NCI, le jour de l'investiture de M. Ouattara. Ils ont donné comme ça, ils ont fait une interview, un micro-trottoir,
Et puis, les populations disaient ce qu'ils souhaitaient changer au pays. Et puis, j'ai vu des gens en plein plateau. Vous pouvez aller sur la chaîne NCI, en train de dire que nous espérons que cette fois-ci, les Ivoiriens puissent manger 3 fois dans la journée. Sur la chaîne NCI, sur un micro-trottoir. J'étais choqué. Oui. C'est passé comme une lettre. C'est pour dire que c'est tout cela qui fait qu'on n'est pas encore au niveau des pays même. Pour moi, on n'est pas même au niveau d'un pays intermédiaire. Nous sommes des pays pauvres. Et puis, quand on parle, par exemple, de la communication, aujourd'hui, pour Internet et autres, c'est la fibre optique par des câbles marins. Mais on paye. Oui, sur NCI, je vous promets, c'est pas parce que j'ai envie, je vais pas mentir sur la chaîne. Vous allez vous regarder sur le micro-trottoir. Sur la fibre optique, mais on n'est pas maître. On n'est pas maître de notre communication. La fille avait lancé le projet de Rascom pour que les coûts de communication, d'accord, soient réduits de telle sorte qu'on puisse avoir la communication de façon moins chère avec un satellite. Mais bon, c'est pas le cas. On n'a même pas de satellite. On n'a pas de satellite pour les télécommunications. Un pays qu'on dit qu'on est développé, n'a même pas de satellite. Vous voyez, non? C'est un peu délicat. Voilà, donc les satellites, c'est pour beaucoup de choses. Je parle pas des nanosatellites, des petits satellites. Je parle des vrais satellites, en fait, pour la télécommunication et d'autres choses. Donc voilà. Mais en tout cas, merci, Monsieur Robert, d'être passé. Et puis, on va passer la parole rapidement. Monsieur Wahabo. Monsieur Wahabo, bonsoir. Ouais, bonsoir, ça. Comment va? Oui, ça va très bien. Ok, vraiment, pour commencer, je vais te dire merci beaucoup pour tes analyses. Parce qu'à chaque fois que tu allumes la caméra, bon, on est en bas, on est en train de suivre tes analyses. Vraiment, c'est très pertinent. Et tu dis sans langue de bois, au fait, tu dis ce que tu penses. Bien sûr. Et vraiment, l'Afrique a besoin de ces genres de personnes pour vraiment, sans même se cacher, dire la vérité. Par exemple, moi, personnellement, le 4e mandat, je suis un Burkinabé. Mais sans mentir, là, le 4e mandat, moi, je vais jamais être d'accord avec le 4e mandat. Voilà. Parce que, pour moi, en fait, c'est pour sauver et le mettre, au fait. Sinon, celui-même qu'on a désigné même d'être président, là, il n'est même pas prêt pour le 4e mandat. On sent qu'il y a un forcing là, quelque part. Parce que lui-même sait que ça ne passe pas. Puis tout ce qu'il a construit là, ça va tomber un coup bas. Ça va tomber puisque lui-même il sent que les gens sont en train de sentir réellement que ce sont des manipulateurs. Et ils ont menti sur la démocratie pour pouvoir vraiment faire de leur ce qu'ils veulent. Mais tes analyses, en écoutant tes analyses aujourd'hui, vraiment, j'ai compris beaucoup de choses que, au fait, les gens ont essayé. Bon, quand on voit, ils sont aveugles, au fait. Ils voient la réalité. Mais pour eux, comme ils ont dit qu'ils ont un combat à mener, même si elle est fausse, ils doivent arriver à leur combat, au bout de leur combat. Mais ça, on n'appelle pas combat. Parce que si vous dites que vous êtes censé défendre la démocratie, il y a certains trucs-là, il faut se dire la vérité. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui a aimé Alassane plus que moi. Parce que je suis né en Côte d'Ivoire, je sais de quoi je parle. Mais à un certain moment, du moment où il y a eu les malentendus entre le président et Soro, et c'est là-bas que j'ai commencé à avoir les yeux ouverts et j'ai compris réellement qu'il n'y a pas de vérité dans tout ce qu'ils font. Parce que eux-mêmes, on dirait il y a une force à quelque part qui les pousse. C'est pas eux-mêmes qui agissent eux-mêmes. Et on voit que ce n'est pas clair. Vous avez fait les gens ont bagarré depuis 20 ans ou depuis combien d'années là. Ce n'est que la division et la guerre et la haine que vous avez vraiment mis dans le cœur des populations. Des gens même qui étaient censés vous croire que vous êtes des leaders. Par fini, on voit que vous n'êtes pas des leaders parce que vous êtes manipulés. Quand un leader est manipulé, il n'est plus un leader. L'AES, à peine 1 année ou 2 ans comme ça. On a tout entendu sur les plateaux télé qu'ils disaient de l'AES. Aujourd'hui, la réalité est en train de les rattraper. Ce que l'AES a fait en 1 année là, ils n'ont pas pu faire ça en 60 ans. Ou bien durant peut-être 65 ans comme ça. Ils n'ont rien foutu. Et je vous assure, si l'AES va continuer comme ça là, sur tout ce que le capitaine a dit dans son discours aujourd'hui là, sérieusement, il y a des gens qui vont disparaître. Sérieusement, ils vont disparaître parce que on voit déjà la réalité, on voit déjà le vrai. Et si ça va aller comme ça, je te jure que ces défenseurs de l'autre côté là, ils vont savoir que réellement, ce n'est pas comme ça que les choses marchent. Vous parlez des pays développés pendant que ce sont nos frères. Moi, j'ai des amis, plein de contacts. Parce que je suis un enfant d'Abobo. J'ai plein des amis qui ont pris la mer. Parce que ça ne va pas. Et tu dis que tu vas dire ça, les gens disent qu'il ne faut pas dire. Ils sont nombreux. Il y a d'autres même qui ont péri dans la Méditerranée. Ils ne sont même pas arrivés en Europe. Mais qu'est-ce qu'il n'est pas en Côte d'Ivoire? Un pays émergé où le peuple fuit. Et vous voulez pas qu'on dise ça?
Quand on dit on va dire, vous dites que non, c'est la politique, c'est quoi, c'est contre le régime. C'est pas qu'on on parle pas du régime, on parle du pays. On s'en fout du régime. Le régime va quitter. Tôt ou tard, il va quitter. Tôt ou tard, ils vont quitter. Même si c'est dans 500 ans, ils vont quitter là-bas. C'est le peuple, nous, on est en train de regarder. Et ça fait pitié de voir un pays qui a toutes ses ressources, qui a toutes ses potentialités, mais qui n'arrive pas à faire développer son peuple. Quand on parle de quelque chose de médiocre, c'est eux. Parce que ça ne va pas. Sérieux, ça ne va pas. Comment un peuple qui est censé, qui a toutes ses cultures, que ce soit dans la danse, dans la chanson, ou bien même la politique, ils sont bien placés, ils sont bons. Parce qu'en écoutant le président Laurent Gbagbo, on sent qu'il a un message, mais les gens ne le comprennent pas. Il y a un message qu'il donne aux gens. Et il a même parlé de beaucoup de choses qu'on voit aujourd'hui qui est là. Quand je me rappelle de sa phrase où il a dit, vous me commentez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, c'est maintenant que je dis vraiment, ce monsieur, vraiment, on doit vraiment le protéger. Et Dieu merci qu'il a fait des livres, qu'il y aura des enfants qui vont lire ces livres-là pour savoir qu'il y a eu un guerrier, il y a eu un homme de paix en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci, monsieur Wahabo, pour votre intervention. On va évoluer. On va écouter Frappe. C'est Frappe. Oui, alors bonsoir, Non, monsieur il y a une Insa. motion. S'il vous plaît, c'est pas si je peux là. Il y a une motion avant que mon tour de parole va arriver. C'est Bon, pas si. je vais être court et puis tu vas prendre le parole. Allez-y, il va aller pour sa motion et ensuite, monsieur Frappe va répondre à la parole. La Ok. motion, c'est une question, c'est court. Allez-y pour votre motion. On vous écoute, monsieur. Ok, merci. Monsieur Nissan, bon, dans votre speech tout à l'heure, là, vous avez décrié du fait qu'il y a des gens qui se plaignaient qu'en Côte d'Ivoire n'arrivaient pas à manger 3 fois par jour. Pour moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'en France, tout le monde mange 3 fois par jour? On peut confirmer cela? C'est le B.A.B.A. Puisque la France est un pays développé. On peut Oui, confirmer qu'en France, tout le monde mange 3 fois par jour. Alors, c'est une très bonne question. Tout le monde mange 3 fois par jour. Il est impossible de dire que tout le monde mange 3 fois par jour. Mais la majorité, d'accord, des populations mangent en partie, ils ont les 3 repas par jour. Vous êtes là? Vous êtes là? Il est où? Votre micro. Et je sais pas que mon micro était fermé, désolé. Voilà. Ok. Donc, bon, sur quoi vous vous basez pour tenir de tels propos? Puisque, bon, nous voyons dans les documentaires où on voit des Français se plaindre aussi pour dire que ça ne va pas. Surtout avec l'histoire des gilets jaunes tout récemment en France. Ok. On a entendu plein de choses. Bon, quand on dit qu'ils ont 3 repas par jour, bon, c'est-à-dire les manifestations traduisent le contraire de ce que vous dites, apparemment. Les manifestations des Gilets jaunes n'étaient pas sur le fait qu'ils ne mangeaient pas 3 fois par jour. Non, ben, ça faisait partie des revendications. Est-ce que Est-ce que je m'en souviens? Non. J'ai suivi ça de près. Déjà, les Gilets jaunes, en fait, d'accord, c'était sur... Écoutez bien, il y a des micros qui sont ouverts. Les Gilets jaunes, c'était sur... Attends, c'est l'eau là. Les Gilets jaunes, d'accord, c'était d'abord parce qu'on leur imposait l'achat de véhicules de type hybride, d'accord, de type hybride pour pouvoir, surtout ceux qui sont dans le corps médical, d'accord, qui sont des libéraux, on leur a imposé, d'accord, les achats de véhicules de type hybride pour avoir certains bons ou certains trucs, faut que je m'en souvienne. Et puis, quand on parle de la vie chère ne veut pas dire qu'on mange, en fait, on ne mange pas 3 fois par jour, d'accord? Non, mais je suis en train de lui dire, t'inquiète pas, Frangine, d'accord? La vie chère, c'était pas en fait sur le fait de ne pas manger 3 fois par jour. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des familles toutes les familles